Votre voisin vient de s'acheter une nouvelle Mercedes. Votre collègue parle sans cesse de ses rénovations. Votre ami a encore posté des photos de vacances en Europe, les troisièmes cette année. Vous faites défiler leurs photos et ressentez ce nœud familier à l'estomac. Vous travaillez tout aussi dur, peut-être même plus. Alors, pourquoi avez-vous l'impression que tout le monde avance, sauf vous? Voici ce que personne ne vous dit. Ce voisin avec sa Mercedes. 87% des personnes qui gagnent moins de 100 000 dollars par an et conduisent des voitures de luxe n'ont en réalité pas les revenus nécessaires pour les justifier. Ils financent un mode de vie qu'ils ne peuvent pas se permettre pour impressionner des gens qu'ils connaissent à peine. Votre collègue et ses rénovations, il y a de fortes chances qu'il retire de l'argent de ses comptes de retraite ou qu'il finance le tout à crédit. Et votre ami avec ses vacances en Europe, les Américains traînent désormais plus de 1,22 billion de dollars de dettes de carte de crédit, avec des intérêts moyens frôlant les 24%. Derrière beaucoup de ces photos, Instagram se cache une montagne de stress financier qui ne figure jamais dans la légende. Mais il existe un autre type de personne, quelqu'un dont on ne soupçonnerait jamais la fortune. Il conduit une Honda Accord. Il vit dans un quartier modeste. Il porte les mêmes marques que tout le monde, fait ses courses dans les mêmes magasins, mange dans les mêmes restaurants. Ses finances ne servent pas à s'exhiber. Il travaille, tout simplement. Ces personnes ont compris quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Moins vous semblez avoir d'argent, plus vous pouvez réellement en garder. C'est la philosophie de la richesse discrète, stealth wealth. Aujourd'hui, je vais vous montrer 14 façons de bâtir une fortune qui reste invisible. Comprenez que paraître riche vous coûte la chance d'être réellement riche. Une étude d'Experian Automotive a révélé que 61% des personnes gagnant plus de 250 000 dollars par an ne conduisent pas du tout de voitures de luxe. Elles achètent des Toyota, des Honda et des Ford. Les trois marques de voitures les plus conduites par les millionnaires sont Toyota en première place, Honda en deuxième et Ford en troisième. Jeff Bezos a été photographié au volant d'une Honda Accord. Mark Zuckerberg conduit une Acura. Les fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page conduisaient des Toyota Prius. Ces milliardaires ont compris quelque chose de profond. Les voitures perdent de la valeur, mais l'argent que vous ne dépensez pas dans un actif qui se déprécie peut être placé dans des investissements qui prennent de la valeur. Une voiture de luxe à 50 000 dollars perd environ 30 à 40% de sa valeur au cours des 3 premières années. Ces mêmes 50 000 dollars investis dans le S&P 500 croissent historiquement d'environ 10% par an. En 10 ans, la voiture ne vaut presque plus rien, tandis que l'investissement a plus que doublé. En 20 ans, cet investissement dépasse les 330 000 dollars. L'acheteur de la voiture de luxe a échangé un tiers de million contre une décennie passée à paraître impressionnant sur les parkings. Vivez dans une maison en dessous de vos moyens. Les recherches sur les millionnaires montrent régulièrement qu'ils ne se regroupent pas dans les quartiers les plus chers. L'étude originale Millionaire Next Door a révélé que le millionnaire moyen vivait dans une maison d'une valeur d'environ 320 000 dollars, ce qui, ajusté à l'inflation aujourd'hui, équivaut à environ 650 000 dollars. Pas une villa, pas un domaine. Une maison agréable mais discrète, dans un quartier décent, impossible à distinguer de ses voisins, qui gagnent peut-être moitié moins. Si votre maison ne signale pas la richesse, vous n'attirez pas l'attention indésirable des vendeurs, des collecteurs de fonds qui vous considèrent comme une cible, des parents qui ont soudainement besoin de prêts, ou des criminels qui y voient une proie facile. Vos mensualités hypothécaires restent gérables, même si vos revenus fluctuent. Vous n'êtes pas asphyxié par votre maison, sacrifiant votre qualité de vie pour maintenir une image. Et voici un point que la plupart des gens n'envisagent jamais. Les taxes foncières d'une maison modeste par rapport à une maison de luxe peuvent représenter une différence de 10 000 ou 20 000 dollars par an sur 30 ans. Cela représente 300 000 à 600 000 dollars d'économie. De l'argent qui peut être investi au lieu d'être versé au gouvernement local pour le privilège d'habiter un code postal plus huppé. Maximiser ce que j'appelle les réservoirs d'argent invisibles. En 2026, l'IRS a porté la limite de contribution aux 401 cas à 24 500 dollars. Si vous avez 50 ans ou plus, vous pouvez ajouter 8 000 dollars supplémentaires de contribution de rattrapage pour un total de 32 500 dollars.
Si vous avez entre 60 et 63 ans, il existe un super rattrapage qui permet jusqu'à 11 250 $ supplémentaires, portant votre contribution totale potentielle à 35 750 $. Les limites de contribution au IRA sont passées à 7 500 $, avec 1 100 $ de plus pour les personnes de 50 ans et plus. Les comptes d'épargne santé, HSA, permettent avec un plan d'assurance à franchise élevée, 4 150 $ pour les particuliers et 8 300 $ pour les familles, avec 1 000 $ supplémentaires si vous avez plus de 55 ans. Personne ne voit cet argent. Il n'améliore pas votre mode de vie de manière visible, mais il travaille silencieusement pour vous et produit des intérêts année après année. Un jeune de 25 ans qui verse 500 $ par mois dans un 401K avec un rendement moyen de 7% aura plus de 1,2 million de dollars à 65 ans. Un trentenaire faisant la même chose finira avec environ 580 000 $. Celui qui commence à 45 ans atteindra environ 270 000 $. Plus tôt vous remplissez ces réservoirs visibles, plus l'effet des intérêts composés devient puissant. Et voici la magie fiscale. Chaque dollar versé dans un 401K traditionnel ou un IRA réduit votre revenu imposable d'exactement 1 $. Si vous êtes dans la tranche d'imposition de 24% et que vous versez 20 000 $, vous venez d'économiser 4 800 $ d'impôts cette année, tout en bâtissant une fortune que personne ne peut voir. Arrêtez de mettre en scène vos achats. Les réseaux sociaux ont créé ce que les chercheurs appellent aujourd'hui la dysmorphie monétaire. Un état où les gens se sentent financièrement précaires alors qu'ils sont objectivement stables. Tout cela parce qu'ils se comparent aux moments forts sélectionnés de la vie des autres. Une étude récente a révélé que 95% des Américains souffrant de dysmorphie monétaire en subissent un impact financier négatif, car cela mène à des dépenses excessives, à un endettement accru et à une baisse de l'épargne. 43% de la génération Z et 41% des milléniaux déclarent être affectés par ce phénomène. Voici l'ironie. 82% de ceux qui souffrent de dysmorphie monétaire ont déclaré se sentir financièrement en retard, mais 37% d'entre eux possédaient en fait plus de 10 000 $ d'épargne et 23% plus de 30 000 $. Ils allaient bien, mais les réseaux sociaux les ont convaincus du contraire. L'algorithme ne vous montre pas les relevés de cartes de crédit derrière les photos de vacances. Il ne montre pas l'angoisse à 3 h du matin quand quelqu'un se demande comment payer sa traite de voiture. Il ne montre que le best-of, et votre cerveau l'interprète comme la vie normale des autres. L'approche de la richesse discrète signifie que vos achats existent pour votre vie, pas pour votre public. Si vous vous achetez quelque chose de beau, ne le prenez pas en photo, n'en parlez pas. Profitez-en simplement en privé. La satisfaction vient de l'objet lui-même, pas du fait que les autres sachent que vous le possédez. Suivez votre valeur nette plutôt que votre revenu. Les gens sont obsédés par le salaire, mais le salaire est ce qui glisse entre vos mains. La valeur nette est ce qui reste en votre possession. Un médecin qui gagne 400 000 $ par an et en dépense 400 000 a une fortune nulle. Un enseignant qui gagne 60 000 $, vit avec 45 000 et investit 15 000 $ par an deviendra millionnaire en 30 ans. Selon la Réserve fédérale, la valeur nette médiane des Américains est d'environ 193 000 $. La moyenne dépasse le million, mais elle est dramatiquement faussée par les ultra-riches. La médiane vous indique où se situe réellement la majorité des gens. Selon les données d'Empower de janvier 2026, la valeur nette médiane des Américains dans la vingtaine n'est que de 6 600 $. Dans la trentaine, elle grimpe à environ 23 000 $. Dans la quarantaine, elle fait un bond à environ 67 000 $. Et dans la cinquantaine, elle atteint à environ 260 000 $. Si vous suivez votre valeur nette chaque mois, que vous la voyez croître et que vous ajustez votre comportement pour l'augmenter, vous jouez à un jeu dont la plupart des gens ignorent l'existence. Ils se concentrent sur le revenu, alors que vous vous concentrez sur l'accumulation. Créez un simple tableau, listez chaque actif, compte chèque, compte d'épargne, compte de retraite, compte de placement, capital immobilier, valeur des véhicules. Listez ensuite chaque passif, solde hypothécaire, prêt auto, prêt étudiant, solde de carte de crédit.
Soustrayez les passifs des actifs. Ce chiffre, et c'est votre valeur nette. Mettez-le à jour mensuellement. Observez la tendance. Cette seule habitude changera votre comportement financier plus que n'importe quelle application de budget. Évitez ce qu'on appelle les signaux de richesse. Ce sont ces petits achats qui, pris isolément, semblent raisonnables, mais qui collectivement affichent votre statut financier. Le logo de créateur sur votre ceinture. Le sac à main de marque. La montre de luxe qui capte la lumière à la table de conférence. La clé de voiture avec l'emblème prestigieux posé sur la table du restaurant. Chaque objet sert de balise et cette balise engendre des coûts. Des études sur la dynamique sociale montrent que les gens ajustent inconsciemment leurs attentes en fonction de la richesse perçue. Plus vous semblez aisé, plus les autres s'attendent à ce que vous payiez le dîner. Achetiez des cadeaux haut de gamme, fassiez des dons plus importants, donniez des pourboires plus élevés. Un ami qui a l'air riche est un ami à qui l'on demande des prêts. Un parent qui a l'air riche est un parent dont on attend qu'il finance des choses. Un collègue qui a l'air riche est un collègue pour qui l'on suppose qu'il est normal de prendre en charge des dépenses qui devraient être partagées. Il ne s'agit pas d'être avare. Il s'agit de préserver vos ressources pour ce qui compte vraiment pour vous, au lieu de perdre de l'argent via 1000 obligations sociales nées de l'image que vous avez projetée. L'ironie est que les personnes réellement riches évitent souvent ces signaux précisément parce qu'elles en comprennent les coûts cachés. Pendant ce temps, des gens ayant bien moins d'argent achètent ces signaux dans l'espoir d'emprunter du statut et finissent par payer 2 fois, une fois pour l'objet et une autre fois par les attentes accrues qui en découlent. Automatiser avant de voir l'argent. Le problème avec la budgétisation manuelle est qu'elle vous demande de choisir la discipline à chaque fiche de paye. La volonté est une ressource limitée. À la fin d'une longue journée, après des dizaines de décisions sur le travail, la famille et la logistique, la dernière chose que l'on veut faire est de prendre une autre décision difficile concernant l'argent. L'investissement automatisé élimine complètement le choix. Paramétrez vos cotisations aux 401 k pour qu'elles soient enfin déduites, avant de recevoir votre salaire. Programmez votre banque pour qu'elle transfère automatiquement de l'argent vers un Roth IRA ou un compte de courtage le jour de la paye. Configurez des virements automatiques vers votre fonds d'urgence jusqu'à ce qu'il atteigne votre objectif. Ces systèmes signifient que l'argent qui bâtit votre fortune n'atterrit même pas sur votre compte courant. Vous ne pouvez pas dépenser ce que vous ne voyez jamais. Cela crée ce que les économistes comportementaux appellent un mécanisme d'engagement, un système qui vous lie à un comportement positif sans nécessiter une volonté constante. Les recherches montrent régulièrement que les personnes qui automatisent leur épargne accumulent nettement plus de patrimoine que celles qui essaient d'épargner chaque mois par des décisions conscientes. L'automatisation rend aussi votre richesse invisible d'une autre manière. Vous cessez d'y penser. Vous ne la contrôlez pas de façon obsessionnelle. Vous ne ressentez pas la perte chaque mois car vous n'avez jamais considéré cet argent comme disponible pour la dépense. Il s'accumule simplement en silence à l'arrière-plan pendant que vous vivez votre vie. Maintenez un tampon qui rend vos décisions financières invisibles. La plupart des Américains vivent au mois le mois, ce qui signifie que chaque décision d'achat est prise sous un certain degré de stress financier. Quand l'argent manque, les gens commencent à prendre des décisions désespérées qui deviennent visibles pour les autres. Ils déclinent des invitations. Ils hésitent au moment du dîner. Ils demandent à diviser des frais qu'ils assumeraient normalement. Ils suggèrent des alternatives moins chères, avec un ton qui trahit la contrainte plutôt que la préférence. Ces petits moments signalent aux gens autour de vous vos difficultés financières. Avoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois ne vous protège pas seulement du chômage ou des dépenses imprévues. Cela vous donne la liberté psychologique de prendre des décisions sans signaler de privation. Vous pouvez partager ou régler l'addition sans compter. Vous pouvez dire oui ou non en fonction de vos envies, plutôt que de la panique. Vous pouvez prendre le temps de trouver le bon emploi au lieu d'accepter la première offre par désespoir. Personne ne remarque jamais la pénurie dans vos finances, car il n'y en a pas. L'objectif recommandé est de 3 à 6 mois de dépenses essentielles, pas de revenus. Calculez vos nécessités mensuelles. Logement, charges, nourriture, assurance, paiement minimum de dette. Multipliez cela par au moins 3. C'est votre premier objectif. Construisez-le progressivement par l'automatisation et une fois financé, n'y touchez plus.
sauf en cas de réelle urgence. Soyez ennuyeux avec vos investissements. La richesse discrète ne se bâtit pas par le day trading, la spéculation sur les crypto-monnaies ou les paris sur options. Ces activités fournissent des histoires passionnantes, des gains spectaculaires et des pertes tout aussi dramatiques qui alimentent les conversations en soirée. Statistiquement, elles sont aussi moins performantes que des stratégies simples et ennuyeuses, exécutées avec constance sur des décennies. Le S&P 500 a rapporté en moyenne environ 10,4% par an au cours du siècle dernier. Si vous n'aviez manqué que les 10 meilleurs jours sur une période de 15 ans, votre rendement serait tombé à environ 3%. Si vous aviez manqué les 30 meilleurs jours, vous seriez dans le rouge. Le moyen de profiter de ces meilleurs jours n'est pas de trader activement, c'est de rester investi en permanence, même quand le marché semble effrayant. Un portefeuille ennuyeux composé de fonds indiciels à bas coût, chez des sociétés comme Vanguard, Fidelity ou Schwab, avec des ratios de frais inférieurs à 0,1%, bâtit la fortune. Sans drame, sans histoire, sans que personne ne sache ce que vous possédez ou combien. Vous n'avez pas de tuyau boursier à partager au dîner. Vous n'avez pas de gain de trading dont vous pouvez vous vanter. Vous avez simplement un portefeuille en croissance constante qui produit des intérêts en silence, pendant que tout le monde court après le prochain investissement à la mode en se demandant pourquoi ils n'avancent pas. Comprenez le coût réel des cercles sociaux onéreux. Votre entourage façonne vos dépenses plus que votre revenu. Si vos amis jouent le golf dans des clubs privés, partent en vacances d'étrangers plusieurs fois par an, conduisent des voitures de luxe et dînent dans des restaurants où les plats principaux coûtent $50, maintenir ces relations vous coûtera des centaines de milliers de dollars au cours de votre vie. Cela se produit par des dépenses directes pour suivre le rythme, par une inflation insidieuse du mode de vie, lifestyle creep, alors que vos exigences s'alignent sur celles de votre cercle, et par un coût d'opportunité, car l'argent qui pourrait être investi part dans une consommation que vous n'auriez pas choisie autrement. Cela ne signifie pas abandonner les amis qui comptent pour vous. Cela signifie décider consciemment des activités auxquelles vous participez et des normes sociales que vous adoptez. Les vrais amis n'exigent pas de performance financière. Ils s'adaptent. Ils vous rejoignent dans un restaurant moins cher. Ils comprennent si vous refusez un voyage coûteux. Ils apprécient votre compagnie plus que votre portefeuille. Si l'amitié avec quelqu'un exige que vous viviez au-dessus de vos moyens pour la maintenir, ce n'est pas une amitié. C'est un service d'abonnement avec des frais mensuels très élevés. Ne parlez jamais directement de vos finances. La richesse discrète exige une discipline informationnelle. Si quelqu'un vous demande ce que vous gagnez, esquivez élégamment. Une réponse comme « assez pour payer les factures, mais pas assez pour arrêter de travailler » clôt la conversation sans mentir ni révéler quoi que ce soit d'utile. Quand des collègues discutent de leur salaire, écoutez sans rien apporter. Quand des membres de la famille vous questionnent sur vos investissements ou votre valeur nette, ou veulent savoir combien vous avez payé pour quelque chose, parlez en généralité ou changez complètement de sujet. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la vie privée. La confidentialité financière n'est pas différente de n'importe quelle autre forme de vie privée. Vous y avez droit, et la protéger sert vos intérêts. Dès que les gens connaissent votre situation financière, leur comportement envers vous change de façon permanente. S'ils apprennent que vous avez de l'argent, les attentes augmentent. S'ils apprennent que vous avez des difficultés, le respect diminue. Dans les deux cas, vous êtes désavantagé. Les pratiquants de la richesse discrète qui réussissent maintiennent une opacité totale sur leurs détails financiers, tout en restant ouverts et chaleureux dans toutes les autres dimensions de leurs relations. L'objectif n'est pas d'être mystérieux ou froid. Il s'agit simplement de laisser les informations financières dans la catégorie à laquelle elles appartiennent, le domaine privé. Investissez dans la santé comme étant votre actif au rendement le plus élevé. Les frais médicaux sont la principale cause de faillite personnelle en Amérique. Les problèmes de santé chronique rongent le patrimoine par des coûts d'arrêt directs, des pertes de productivité et une capacité de travail réduite. Une personne qui préserve sa santé jusque dans la soixantaine et la soixantaine avancée conserve des décennies de croissance potentielle d'investissement, là où une personne en mauvaise santé doit liquider ses actifs pour financer ses soins. Considérez le calcul. Si une mauvaise santé vous force à prendre votre retraite à 60 ans, au lieu de 67, vous avez perdu 7 années de votre meilleure phase de gain.
et d'investissement, tout en ajoutant cette année à vos dépenses de retraite. L'impact financier peut facilement atteindre des montants à 7 chiffres. Au-delà du calcul financier, la santé détermine si la richesse se traduit par un plaisir réel. Cela n'a aucun sens d'avoir un gros portefeuille si l'on est trop malade pour voyager, trop fatigué pour ses passions ou trop limité pour vivre ce que l'argent pourrait offrir. Le sport, l'alimentation, le sommeil et la gestion du stress ne sont pas séparés de votre stratégie financière. Ils en sont une partie centrale. Et contrairement à beaucoup de dépenses financières, l'investissement dans la santé est presque totalement invisible. Personne ne sait que vous étiez à la salle de sport à 6 heures du matin. Personne ne voit les légumes que vous avez mangés qu'au dîner. Les rendements s'accumulent silencieusement, tant dans votre portefeuille que dans votre qualité de vie. Développer des sources de revenus qui ne nécessitent pas de visibilité publique. L'entrepreneur qui lance une marque de consommation tape à l'œil devient une figure publique. Sa richesse est estimée dans des articles, discutée dans des conversations et suivie par des gens qui se sentent en droit d'avoir un avis sur la façon dont elle est dépensée. L'entrepreneur qui fonde une entreprise de services B2B- sexy, propose du conseil spécialisé, bâtit des propriétés locatives générant du cash flow ou investit comme associé passif dans des entreprises établies, accumule du patrimoine sans que personne n'en connaisse la source ou l'étendue. Le Wall Street Journal a dressé le profil de ceux qu'ils ont appelés les riches furtifs, stealthy wealthy. La plus grande source de revenus pour les 1% les plus riches n'est pas la banque d'investissement ou les start-up technologiques. C'est la propriété d'entreprises régionales de taille moyenne, comme des concessions automobiles, des distributeurs de boissons, des épiceries, des cabinets dentaires et des cabinets d'avocats. Ennuyeux, sans glamour, extrêmement lucratif et presque totalement invisible pour le grand public. Les recherches suggèrent que les travailleurs indépendants représentent moins de 20% de la main-d'œuvre américaine, mais constituent près des 2/3 des millionnaires. Chez les centimillionnaires, les taux d'entrepreneuriat grimpent encore plus haut pour atteindre 60%. La différence, c'est que la plupart de ces entreprises ne sont pas celles dont vous avez déjà entendu parler. Elles sont locales, elles sont pratiques, et elles génèrent de la richesse loin de tout projecteur. Réalisez que la richesse discrète est en fin de compte une question de liberté. Quand personne ne sait ce que vous possédez, vous agissez sans le poids des attentes. Vous n'êtes pas obligé de financer les demandes de la famille simplement parce que vous en avez les moyens. Vous n'êtes pas sous pression pour maintenir un mode de vie qui vous épuise. Vous n'êtes pas une cible pour les escroqueries, les complots ou l'ingénierie sociale de la part de personnes qui vous auraient identifié comme quelqu'un possédant des ressources précieuses. Vous n'êtes pas envié par des collègues que vous gagnez plus qu'eux. Vous n'êtes pas jugé par des amis qui se demandent pourquoi vous conduisez toujours cette vieille voiture alors que vous pourriez manifestement vous offrir mieux. Vous avez la liberté d'être généreux quand vous le voulez et non quand on l'attend de vous. Vous avez la liberté de vivre modestement parce que vous le voulez, pas parce que vous le devez. Vous avez la liberté de travailler sur des projets qui vous intéressent plutôt que sur des projets qui maintiennent une image. Vous pouvez quitter des situations qui ne vous servent plus parce que vous n'avez besoin ni de l'argent ni de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Voilà à quoi ressemble la véritable indépendance financière. Pas le yacht, la villa et les projecteurs, mais le pouvoir tranquille de façonner sa vie selon ses propres termes, sans que les attentes des autres ne déforment vos propres décisions. Les États-Unis comptent désormais presque 25 millions de millionnaires. 80% d'entre eux sont des riches de première génération, ce qui signifie qu'ils n'ont pas hérité de leur argent. Ils l'ont accumulé eux-mêmes. Le millionnaire moyen aujourd'hui a environ 50 ans. La plupart vivent dans des maisons qui ne se remarqueraient pas dans un quartier de classe moyenne. Ils conduisent des Toyota, des Honda et des Ford. Ils portent des vêtements discrets. Ils se fondent complètement parmi des personnes qui n'ont qu'une fraction de leur valeur nette. Ils ont compris que la partie coûteuse du fait d'être riche n'est pas d'accumuler de l'argent, mais de paraître riche. Et ils ont choisi de ne pas le faire. En 2025 et au-delà, nous vivons dans une ère de mise en scène financière sans précédent. Les algorithmes des réseaux sociaux récompensent l'étalage de la consommation. La culture des influenceurs normalise des dépenses qui auraient semblé absurdes une génération plus tôt.
La pression pour signaler le succès par des achats n'a jamais été aussi forte. Et pourtant, les fondamentaux n'ont pas changé d'un iota. La richesse se bâtit toujours de la même manière qu'autrefois. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Investissez la différence avec constance. Soyez patient et laissez les intérêts composés faire le travail qu'aucun salaire ne peut égaler. Si vous voulez bâtir une véritable richesse, arrêtez de jouer au jeu auquel tout le monde joue. Arrêtez de claironner vos victoires. Arrêtez de mettre en scène votre mode de vie. Arrêtez de perdre de l'argent juste pour maintenir une image qui ne sert personne d'autre que ceux qui profitent de votre insécurité. Placez votre argent dans des réservoirs invisibles. Automatisez votre accumulation. Restez ennuyeux avec vos investissements. Protégez votre confidentialité financière comme vous protégeriez toute autre information privée. Dans une décennie, alors que tout le monde autour de vous sera encore en train de mettre en scène sa consommation pour les réseaux sociaux, de financer des modes de vie qu'ils ne peuvent pas se permettre, et d'échanger leur sécurité réelle contre l'apparence du succès, vous serez tranquillement assis sur une fortune que personne ne soupçonne. Et c'est la meilleure position de toutes. La personne qui pourrait tout faire, tout acheter, aller n'importe où, mais qui n'a rien à prouver à personne. Ce n'est pas du sacrifice, c'est de la liberté. Si cette histoire a changé votre façon de voir les voitures dans l'allée de votre voisin ou les photos dans votre flux, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous dévoilons les vérités financières, ce que la société essaie de cacher. Bâtissez votre empire invisible. Le prochain coffre au trésor de la sagesse s'ouvrira bientôt.